Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de parler des études par observation. Il s'agit de constater les faits et les comportements. À l'agenda, nous parlerons tout d'abord de l'observation, des techniques d'observation qui existent avec leurs spécificités et la situation d'utilisation optimale. Nous parlerons ensuite de l'anthropologie numérique et nous verrons les différentes techniques qui existent en matière d'anthropologie numérique. Et enfin, nous terminerons par les avantages et les limites des études par observation. Alors, quand on parle d'observation, on se pose souvent la question de quoi s'agit-il? En fait, l'observation, c'est la constatation attentive des faits, des comportements dans une situation donnée à leur enregistrement. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus un regain pour cette technique d'observation. En fait, souvent, parce que c'est la seule méthode possible quand vous ne souhaitez pas prévenir des individus observés par crainte de modification de leur comportement. Et puis, ça permet de mettre en évidence des décalages importants entre le comportement des répondants et ce qu'ils en disent. Parce que lors d'une interview, que se passe-t-il? Les personnes ont tendance à vouloir exprimer des réponses socialement admises. Et c'est ainsi que quand il s'agit de comportements plus intimes, ce n'est pas toujours évident pour les personnes de les exprimer. Par exemple, vous voulez faire une enquête à un fabricant de produits de soins, de shampoing, de gel pour douche, pour proposer de filmer les personnes sur la douche qui utilisaient leurs produits, ben c'est quelque chose de très compliqué. Alors on a imaginé un système de caméra sans observateur qui est installé. Quoi qu'il en soit, l'observation permet de mettre en évidence les décalages importants entre les répondants et ce qu'ils en disent. Et puis, ça élimine les biais liés aux interviews. On peut donc s'intéresser maintenant aux techniques d'observation. Ces techniques d'observation, elles sont nombreuses et variées. Il existe autant de classifications de techniques d'observation que de modalités. Alors, on verra que les techniques s'attachent à observer tout le comportement. C'est l'enregistrement du visuel par une caméra invisible d'une personne au moment où elle choisit un article dans un rayon. D'autres ne s'intéressent qu'à un aspect du comportement, par exemple le comptage des articles de prêt-à-porter essayés par un client avant qu'il fasse son choix. On peut avoir des techniques qui se font en situation naturelle, ce qu'on appelle le in vivo, l'observation discrète d'un acheteur dans une grande surface. D'autres utilisent une situation artificielle, manipulée ou créée, ce qu'on appelle le in vitro, par exemple une observation laboratoire par l'intermédiaire d'un appareillage sophistiqué. Certaines observations se réalisent en toute discrétion, tandis que d'autres exigent le consentement de l'observé afin qu'il accepte la présence soit de l'observateur, soit de l'instrument de mesure. Certaines observations utilisent des instruments de mesure sophistiqués, tandis que d'autres reposent uniquement sur les constatations d'observateurs. D'autres techniques s'intéressent au comportement conscient, d'autres appréhendent les réflexes, c'est-à-dire les réactions involontaire, immédiate, automatique d'un organe humain, comme l'œil par exemple, lorsque l'on envoie un stimulus particulier lors d'un prétexte publicitaire. Certaines techniques observent automatiquement les individus sans aucune intervention humaine, d'autres s'intéressent plus aux conséquences du comportement qu'au comportement lui-même, ce qui fait que toutes ces techniques constituent les techniques d'observation. Je propose de regarder ces techniques d'observation en détail. Alors, dans les techniques d'observation, première technique importante, c'est le comptage. Cette technique permet de rechercher les meilleurs emplacements pour les supports d'affichage publicitaire, comptage de piétons, comptage d'automobilistes passant à un endroit déterminé, mais aussi, par exemple, de mettre en place de nouveaux équipements routiers. On utilise beaucoup cette technique pour la gestion des files d'attente et les problèmes de circulation. L'étude des flux de circulation d'un magasin et par l'attraction permet ainsi de gérer au mieux les files d'attente aux caisses, aux activités proposées, ainsi que les contractions du trafic. Deuxième grande technique d'observation, ce qu'on appelle les audits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire un audit? On va examiner de nouveaux documents, des inventaires, et ça peut prendre plusieurs formes. On appelle un audit un relevé magasin le store check. Le but, c'est d'évaluer la part de marché, la disponibilité
et le facing, c'est-à-dire le produit qui est visible pour le consommateur. Généralement, la saisie des données se fait par ordinateur portable ou par scanner. On peut utiliser les relevés d'achat, là ça consiste à interroger des personnes, on ne peut pas interroger tout le monde, donc on va faire une extraction de cette personne, on va prendre un échantillon, une sélection de personnes représentant un groupe de population qu'on appellera panel. Ce sont des gens qu'on va interroger à fréquence régulière. On peut avoir un relevé d'enquête, alors c'est plutôt les informations sensibles qui sont difficilement communiquées par voie d'enquête. Par exemple, les organisations de consommateurs réalisent régulièrement des relevés de prix pratiqués pour établir un classement par magasin ou le coût du panier de la ménagère. On peut vérifier la conformité de l'étiquetage avec des règlements en vigueur et on peut s'intéresser par exemple à la fraîcheur de péremption de produits frais. On peut faire un relevé des ventes. Là, on s'installe face au rayon, une enquêteur relève tous les produits choisis par les consommateurs. On peut faire un contrôle poubelle. La consigne est donnée aux participants d'un panel de conserver les emballages vides des produits consommés jusqu'au prochain passage, relevé dans un sac spécial et analyse au sein de la société d'études. On peut enfin faire un contrôle placard, c'est-à-dire les produits qui sont au domicile en cours d'utilisation ou en réserve. Autre type d'études sont les analyses de contenu. En fait, on va analyser le contenu de la communication, on va l'étudier soigneusement, les thèmes, les sujets, les mots utilisés, pour pouvoir analyser le positionnement de cette communication. On pourra aussi utiliser la pige publicitaire, c'est-à-dire la publicité réalisée, l'analyse du plan média, le relevé des passages médias, qui permet de compléter cette analyse de contenu. Enfin, on aura des observations sans instrument dans un environnement particulier. Alors, par exemple, c'est tester le produit par une partie de la cible. L'exemple classique, c'est la société Fisher-Price, spécialisée dans les jouets, qui teste systématiquement auprès des enfants de son personnel les nouveaux jouets prêts à être commercialisés. Si au sein de la garderie d'entreprise, ces chercheurs constatent le manque d'enthousiasme des enfants, le jouet n'est pas commercialisé. D'autres techniques d'observation, ce sont les observations par instrument en situation réelle. Alors à ce moment-là, on va utiliser des instruments sophistiqués. Par exemple, l'audiométrie, c'est un dispositif qui mesure la fréquence de mise en route et d'arrêt d'un téléviseur et permet ainsi de connaître les émissions regardées à un moment donné par un échantillon représentatif de foyer. On peut utiliser des scanners, par exemple la lecture des codes barres qui permet d'améliorer la connaissance des clients. On l'utilise au niveau de la périodicité, de la rapidité et de la précision des informations désirées. L'ordinateur relié au point d'utilisation est un outil indispensable pour comprendre les logiques de consommation. Par exemple, au guichet automatique des banques, on peut ainsi observer les comportements des consommateurs. Ou alors directement une caméra invisible qui permet l'observation des comportements des acheteurs à leur insu, par exemple dans un linéaire de magasin en libre-service. On a ensuite les observations par instrument en laboratoire. Là, on a vraiment des techniques qui permettent en général de vérifier l'habillage des produits, donc le packaging, ou qui vont servir en publicité, par exemple, les pré-tests de documents. Les méthodes sont variées. Pour citer quelques méthodes, on a le VOPAN, le Voice Pitch Analysis, qui est la mesure de l'état émotionnel. On peut mesurer des réponses. Le psychogalvanomètre va mesurer l'état émotionnel ou l'intérêt face à un stimulus. On a par exemple le tachytoscope qui va mesurer la perception visuelle et la mémorisation, ou la caméra pupillométrique. L'idée, c'est de les utiliser notamment dans la perception subliminale ou en pré-test publicitaire. On peut mesurer la complexité cognitive à travers un tableau d'information. On peut mesurer l'audience de télévision à travers ce qu'on appelle un Audimat People Meter. Et on peut bien sûr mesurer les parts de marché, les chiffres d'affaires à travers les scanners. Les instruments de laboratoire ne manquent pas. On peut enfin, ce qui est intéressant, développer une méthode qu'on appelle le client mystère, mystery shopping. Il s'agit de simuler
l'expérience d'achat d'un consommateur lors d'une visite par un enquêteur, mais de manière incognito, d'un point de vente. Cette méthode permet de disposer d'une information objective sur le point de vente. En effet, le vendeur averti peut détecter la visite d'un inspecteur mandaté par l'entreprise ou suspecter la présence d'un évaluateur particulier et adapter son comportement en conséquence. Le mystery shopping, au contraire, mesure les comportements des vendeurs in situ et in vivo. À côté de ces méthodes plus classiques, s'est vu développer récemment l'anthropologie numérique. En tout cas, cette méthode a eu un certain succès aujourd'hui parce qu'elle met l'accent sur le lien entre l'humanité et la technologie numérique. Elle explore comment les êtres humains interagissent avec les interfaces numériques, comment ils se comportent face aux technologies et comment ils utilisent les technologies pour interagir les uns avec les autres. On peut même utiliser cette méthode pour comprendre comment les individus perçoivent les marques dans leur communauté numérique et comment ils sont attirés par certaines d'entre elles. Alors, cette discipline est relativement nouvelle dans le domaine de l'anthropologie et ses applications sont de plus en plus utilisées par les responsables marketing. Maintenant, ces techniques d'anthropologie marketing sont à plusieurs titres existantes. Donc, nous avons ce qu'on appellerait l'écoute sociale, l'ethnographie ou la recherche empathique. Ces trois techniques ont des objectifs différents et des modes de fonctionnement légèrement différents. Donc, l'écoute sociale, social listening, consiste à surveiller de manière proactive tout ce qui se dit au sujet d'une marque sur Internet et plus particulièrement sur les médias sociaux, les réseaux sociaux et les communautés en ligne. Alors, c'est un logiciel de surveillance des médias sociaux pour filtrer des quantités importantes de données non structurées ici de conversations sociales et les traduire en informations consuméristes utilisables. On se souvient de la société Cambridge Analytica et ses effets sur Facebook. Les analyses de données sont volumineuses et de gros fichiers sont souvent utilisés dans ce but. La technologie permet de collecter des données issues des médias sociaux, de structurer les données et de fournir un certain degré de contexte et d'analyse. On va extraire le texte, les images, les URL et toute autre donnée disponible provenant des sites web, des sites médias, des blogs, des forums et des réseaux sociaux. Cet outil est particulièrement efficace en matière de veille concurrentielle. À travers les alertes en temps réel des actions des concurrents, elle permet l'analyse de la part de marché, de prévoir les ventes et les performances de la concurrence, de mesurer l'apparition de produits innovants sur le marché et leur impact. Deuxième grand type de méthode, c'est la ethnographie. Alors, la ethnographie, c'est une méthode d'enquête qualitative qui utilise Internet comme source de données en s'appuyant sur les communautés virtuelles de consommation. Elle analyse ici les actes communicationnels des membres d'une communauté virtuelle de consommation dans le but de produire une connaissance nouvelle relative à l'objet de consommation autour duquel gravite la communauté. Quelles sont les communautés étudiées? Elles sont nombreuses. Ça peut être les newsgroups, en fait les participants qui mettent en ligne des messages et d'autres qui répondent de manière asynchrone. Ça peut être les forums, les réseaux sociaux. Ici, ce sont des interactions sur base de liens sélectifs entre les individus. Ça peut être des listes de diffusion, des espaces de jeu. Finalement, des environnements virtuels où l'interaction sociale se fait à travers des jeux de rôle ou des jeux virtuels. Les espaces de messagerie instantanée, des blogs, ce sont des pages web mises à jour de manière régulière par son auteur, ou des sites audiovisuels. Tous ces outils, toutes ces communautés sont étudiés par la ethnographie. Troisième grand type de technique en anthropologie numérique, c'est la recherche empathique. Alors, la recherche empathique veut avant tout comprendre les besoins latents des clients par l'observation participante et l'immersion au sein des communautés. Ce qui est intéressant, c'est que l'observation participante conduit les chercheurs à intervenir au sein des communications des membres et parfois même à guider les échanges vers sa question de recherche.
Alors, c'est quelque chose de relativement original qu'on ne retrouve pas dans l'écoute sociale ni dans l'ethnographie, où là, on observe ce qui se passe. Ici, il y a vraiment une participation et une immersion au sein de la communauté par les chercheurs. Cette observation, elle est interpersonnelle, elle se traduit aussi dans des dialogues, du brainstorming, une collaboration entre les chercheurs et les membres de la communauté. 3 techniques d'anthropologie numérique qui sont relativement nouvelles. Il en revient donc maintenant de regarder les avantages et les limites de cette technique d'observation. Parmi les avantages, citons la plus grande objectivité et la précision dans l'enregistrement des informations. On n'a pas de risque de modification du comportement en cours d'observation. L'enregistrement des comportements est réalisé de manière détaillée et précise. Il y a une absence de biais résultant de l'interaction enquêteur-enquêté. On n'a plus de problème de compréhension ou d'ambiguïté du langage, de résistance ou de mémorisation. Il est possible d'enregistrer les comportements de façon très détaillée. On obtient ainsi un meilleur contrôle des problèmes de réticence et de mémorisation de la part des enquêtés, et la méthode est relativement discrète et rapide. Un peu moins rapide que les enquêtes par communication, mais cela peut aller rapidement quand on dispose des outils de traitement informatique. Bien sûr, ces méthodes ont des limites. L'impossibilité d'obtenir des informations sur les intentions, les comportements antérieurs, les motivations, les images, sauf dans le cas de la détlographie, on fait une étude longitudinale ou de l'observation participante, on peut interroger les personnes, mais alors peut se créer le biais de l'interaction. Le biais lié à l'enquêteur, lorsque l'observation et l'enregistrement du concernement font appel à son jugement, est toujours présent. En plus, il doit poser des questions. Il existe des problèmes délicats d'interprétation des données d'observation recueillies à l'aide d'appareillages électromécaniques. Imaginons qu'une personne passe un feu orange, un feu de signalisation orange lors de la circulation au centre-ville. Cela signifie-t-il quelque chose de particulier? Il est très difficile de traduire une observation en comportement précis. Alors, ce qui pose des problèmes délicats d'interprétation des données d'observation, surtout quand ce sont des appareils électromécaniques, et la méthode est parfois longue et coûteuse. Tout ça fait que l'observation est sans doute une des méthodes à recommander, même si elle a de nombreuses limites.